Culture Soccer. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Culture Soccer. Pour continuer sur ce qu'on avait fait la semaine dernière, on vous présente cette semaine encore un petit peu la plupart des franchises de la MLS de la saison prochaine en 2019. Cette semaine, pêle-mêle dans le mauvais ordre, Chicago, Philadelphie, Washington, New York Red Bulls, Vancouver et les New England Revolution sont au programme. Mais juste avant tout cela, on va s'occuper de Minnesota et je suis accompagné maintenant avec Corentin qui gère la page française d'un compte fan pour Minnesota United. Comment ça va, Corentin? Eh ben écoutez, très bien, en forme, impeccable, comme, comme un début de saison qui approche. Donc, on a hâte, on a hâte. Oui, ça va être une saison très importante pour Minnesota parce qu'on va en parler un petit peu ensemble. D'ailleurs, on va rentrer directement dans le sujet. Je vais mettre 10 minutes chrono. Les dernières saisons n'ont pas été extraordinaires du côté de Minnesota, on peut dire, depuis leur arrivée dans la ligue. C'est pas brillant. C'est pas brillant du tout, non. Du tout. Et ben, comme on peut le voir l'année dernière, pour faire court, 36 points, 10e. 2017, première saison inaugurale, 36 points, 9e. Pas de progression. Moins 23 de goal average, moins 22 de goal average. Donc voilà, comment stagner? Et ben, comme Minnesota. Ouais, notamment à cause des problèmes défensifs, on va dire. Offensivement, ça peut aller, mais défensivement, ça a été une catastrophe. L'année dernière, 71 buts pris, comme San Jose à l'ouest, donc on était les deux pires. Et puis seul Orlando a fait pire avec 74. Donc c'est pour dire que défensivement c'était une catastrophe et c'est en partie à cause de ça que c'est compliqué. On va en parler un petit peu, mais l'année dernière, vous aviez beaucoup recruté offensivement. Cette année, c'est beaucoup derrière aussi. Mais est-ce que tu peux juste nous dire l'année dernière ce que ça faisait, par exemple, de perdre, parce que vous avez perdu Christian Ramirez, une des stars de l'équipe, qui est parti à Los Angeles. Est-ce que tu as pensé donc vous l'avez perdu, à la mi-saison, en mercato d'été. Est-ce que tu as pensé que les 6 derniers mois étaient meilleurs que les 6 premiers? Il y a eu une nette marge de progression, notamment le temps que, voilà, offensivement, on a eu quelques recrues, etc. Le temps qui s'acclimate, je pense notamment à Darwin Quintero, etc. Voilà, une fois acclimaté, ça allait mieux, il y avait du jeu un petit peu plus. Mais défensivement, c'est vrai que ça restait très très fragile. On a essayé de pallier le départ de Christian Ramirez avec un DP. Rodriguez, bon, ça a été un peu compliqué. Il n'a pas fait grand-chose durant la deuxième partie de saison. Donc ça a été un peu compliqué à ce niveau-là. Ouais. ADP, juste pour signaler, pour ceux qui sont joueurs désignés, ouais. Voilà, ça, ceux qui sont totalement français. Ouais, voilà. Joueurs désignés en anglais. Donc, vous avez recruté pas mal, comme je disais, vous avez surtout recruté derrière, donc tu vas nous présenter un petit peu ça. Mais avant de partir au niveau des arrivées, on va regarder un peu les départs, parce que vous avez quand même des joueurs qui ont joué dans la saison qui sont partis, notamment un Français, Thiesson. Est-ce que tu peux nous présenter un petit peu tous les départs? Ouais, alors on a eu Thiesson qui est parti en deuxième division suisse. Il me semble qu'il a trouvé un club là-bas. Donc bon, c'est un peu étrange, mais bon voilà, je pense que la famille y est pour beaucoup. Et puis voilà, il a été notamment pas mal blessé la saison dernière, donc il a retrouvé un peu de temps de jeu là-bas. Donc voilà. C'est une grosse perte, non? Parce qu'il était bien aimé quand même. Ouais, il était sur les réseaux sociaux, les supporters, etc. Il était top. Moi, il m'a même envoyé un maillot dédicacé, donc c'est vrai que là-dessus, il était top. Et après sur le terrain, bon voilà, il a été beaucoup blessé, comme je l'ai dit, et fallait passer à autre chose à mon avis au niveau des latéraux. Donc voilà. Donc on a Matt Lampson qui est parti au LA Galaxy, Birch qui a signé en USL à Memphis. Donc on a Owundi Eko qui a très peu joué, qui est parti au Forge FC aussi en CPL, donc la nouvelle ligue canadienne là, qui va faire son apparition. Gomez qui jouait à gauche, retour de près, donc lui il est parti, il a retourné de là où il venait. Ouais. Voilà. Ibson, ça c'est pour moi la plus grosse perte, même s'il arrivait à un âge où c'était un peu compliqué. Il a été super important pour nous la saison dernière au milieu de terrain, et puis il a été quand même pas mal décisif. Donc lui apparemment il n'a pas retrouvé de club pour l'instant, j'ai pas eu de nouvelles. Donc on a perdu aussi Warner au milieu de terrain.
donc un Américain, voilà, qui jouait en rotation Ouais. de temps en temps, etc. Et puis on a perdu aussi Tyron Mears, qui est retourné en Angleterre à West Bromwich, il me semble. Ouais. Donc voilà, pas mal de petits départs. On a aussi le fils du coach, là, Harrison Heath, qui a signé au Miami FC récemment. Donc voilà, Pas mal de pour les départ, ouais. départs. Et surtout, vous aviez donc l'année dernière un gros problème, je pense, au niveau du milieu de terrain, comme tu l'as dit. Donc Ouais, c'est perdre ça, ouais. Ibson et Cohen Warner aurait pu faire mal Ouais, aussi. Je sais pas, Fernando Bob, vous l'avez ouais, perdu aussi, Fernando ouais. Bob aussi, ouais. Je Qui n'ai était pas venu un noté parce que peu. ouais, il a fait quelques matchs, mais qui était venu un peu en renfort, mais pas Hmm. terrible non plus, quoi. Ça a Mais été donc vous avez compliqué. recruté au milieu, Ouais, surtout ouais, les ouais. deux grosses recrues, Gregus et Alonso. Est-ce que tu peux me présenter un petit peu les recrues de ce Ouais, mercato? bah comme tu l'as dit, Jan Gregus, qui vient de Copenhague, un Slovaque. Osvaldo Alonso, forcément, qu'on a eu de Seattle qui était libre. Mhm. Donc voilà, gros salaire, mais gratuitement, arrivée gratuite. On a recruté Ike Opara, ça c'est pour moi la grosse value derrière le gros renfort Mhm. défensivement, qui vient de Kansas City. On a eu Vito Manon, gardien de Reading en Angleterre, en prêt, donc pour Ouais. la saison. Qui est Gardien connu italien pour qui, être ouais, surtout remplaçant à Arsenal. Je me ouais, souviens, c'est tous ça, les FIFA que j'ai fait dans la ouais. jeunesse, il était deuxième ou troisième Il a gardien. toujours été remplaçant à Arsenal, il a jamais percé là-bas avec Wenger, donc il a Mhm. fait pas mal de clubs en Angleterre, notamment dans les divisions inférieures, donc Est-ce que voilà. vous aviez vraiment besoin d'un gardien, tu penses? Ben moi, j'aimais bien Bobby Shuttleworth. Honnêtement, la saison dernière, il a été solide. Bon, Mhm. voilà, c'est niveau MLS, pas plus, mais honnêtement, ça a tenu la baraque. Euh, pour moi, à mon avis, là, il vient même de passer numéro 3 parce que Dane Sinclair a joué notamment hier et sur les réseaux sociaux, ils font pas mal de com avec lui. Donc, à mon avis, Bobby, je sais pas ce qui se passe avec lui, mais ça s'annonce un peu compliqué. Ouais, Sinclair, il a été drafté, c'est ça? ouais drafté ouais, Mhm. du côté de Maryland avec Chase Gaspard qu'on a signé. Donc, ils viennent tous les deux de Maryland. Et au niveau draft aussi, on a eu Hassani Dodson de l'université d'Oregon, il me semble, Mhm. un milieu de terrain. Et puis sinon, niveau recrue, donc Romain Métanire, le franco-malgache qui vient de Reims, le latéral droit. Donc ça, c'est une addition pas mal aussi, je pense, sur le côté. Là. Il commence à avoir du temps de jeu, notamment en pré-saison. Là. Et ça peut être pas mal pour le relancer. Et puis, pour petite rumeur que j'ai revue tout à l'heure, Drew Connor, là, le milieu de terrain de Chicago, qui était à Mhm. l'essai du côté de Minnesota. Donc ça pourrait peut-être se faire, histoire d'avoir un peu plus de monde au milieu de terrain, encore une fois. D'accord. Ah, bah ça, Voilà, un voilà. mercato assez solide, parce que comme je disais, vous avez Ouais, ouais, pas mal ouais. d'attaquants de C'est ça. base, et puis deux grosses recrues qu'on n'a pas mentionnées parce qu'elles ne sont pas vraiment des recrues, mais il y a Oui, Kevin Finlay et Molino et Molino, ouais. Finlay, ouais, Mm. qui viennent de blessures. De blessure. Qui penses-tu voir dans le 11 de départ au niveau de l'attaque au début, vu que vous avez, je cite pêle-mêle, Romario Ouais. Ibarra, Darwin Quintero, Kevin Molino, Ethan Finlay, Angelo Rodriguez, Abou Danladi, Mason Toy, Miguel Ibarra, qui peut aussi jouer donc tous ces Ouais. joueurs sont des joueurs offensifs qui sont les 3 ou 4 qui vont être titulaires à ton avis. À mon avis, donc on retrouvera Quintero en 10 forcément. Mhm. Alors, petit point d'interrogation durant la pré-saison, Schuller, Rasmus Schuller, qui a joué un peu à gauche. Donc, Mm. à voir. À voir, mais c'est vrai que c'est un joueur propre, voilà. C'est pas rapide, c'est pas. Voilà, mais c'est propre, c'est technique, Voilà. Bah forcément, Miguel Ibarra, à mon avis, qui a marqué encore hier contre New York. Toujours au top, Mm. Miguel Ibarra. Et puis en pointe, bah, comme à l'image de Schuller, durant la pré-saison, on a pas mal vu Romario Ibarra devant, en pointe. Ah, en pointe, Donc, ok. ouais, donc à voir. Pour moi, Rodriguez, c'est trop juste. Alors, c'est ça qui m'embête un petit peu, son poste de joueur désigné. C'est Ouais. à voir si cette année il perce un petit peu. À 29 ans déjà, à voir. Donc, je pense que ça tournera en pointe autour de Rodriguez et Romario. Après, Finlay, à voir s'il retrouve un côté ou du temps de jeu, je pense, en fin de match. Mhm. Mais Molino sera trop juste cette année, à mon avis. Il fera des rotations aussi. Parce que Quintero en 10, voilà, c'est top. Et Donc voilà. au niveau des deux draftés, pas de cette saison, mais les années précédentes, vous Ouais, étiez à chaque fois allé chercher un neuf, donc Mason ouais. Toll l'année dernière et Et Abou Danladi, ouais. Danladi il y a 2 ans. Danladi avait montré de bonnes choses, puis il a été blessé Ouais, de nombreuses fois. Est-ce c'est que ça. tu vois l'un des deux partir en prêt? Toy, euh, honnêtement,
Toy peut être Mmh. prêté, notamment du côté de Madison, parce qu'on en parle beaucoup, mais pour l'instant, il n'y a pas eu de prêt. Mais Toy a l'air pas mal affûté durant cette pré-saison. J'ai vu quelques vidéos à l'entraînement, quelques photos et tout. Il a l'air pas mal. Donc après, au niveau des prêts, je pense que ça va se décanter un petit peu là, avant le début du championnat. Mais Mmh. je pense qu'on va faire un ou deux prêts en USL notamment, ou à Madison, comme on en parle beaucoup. Donc ça Ouais, pourrait se faire. Madison qui sont en 3e division et Ouais, qui est c'est votre ça. nouveau club affilié. Et donc Ouais, vous avez un nouveau club affilié, mais aussi un nouveau stade, les Allianz yes. Field, 20 000 places, Ouais, ouais, moderne, ouais, tout ouais. beau, tout beau, tout propre. Ouais. Hem, alors pour la saison prochaine, du coup, dans ce nouveau stade donc 13 devant un avril, public, ouais. ouais, qui va être là, est-ce que, c'est quoi l'objectif pour cette saison? Et surtout, est-ce que le coach Adrian Heath, qui a été souvent Ouais. critiqué, est-ce qu'il est sous la sellette si les objectifs ne se font pas? Honnêtement, quand la franchise a été créée, ils sont partis avec Manny Lagos, le directeur sportif, anciennement coach, etc., Mmh. sur un cycle de 3 ans. Ils se sont dit 3 ans pour atteindre les playoffs, pour construire quelque chose. Et ben cette année, c'est la dernière chance pour Adrian Heath. Honnêtement, si on n'atteint pas les playoffs, je pense que pour lui, ça va être très compliqué. Déjà qu'il est beaucoup critiqué pour ses choix, pour pas mal de choses. Donc, à mon avis, c'est la dernière chance pour lui. Là-dessus, il n'y a pas photo. Après cette année, bah voilà, forcément, sur le papier, on est pas mal. Après, à voir Mmh. sur le terrain aussi. Mais une petite place en playoff, ça serait quand même pas mal. Même si on va pas au bout, juste pour vibrer un petit peu plus, Mmh. parce que voilà, l'engouement du stade, voilà, l'Allianz Field, tout ça. Après, on part avec un début de saison assez compliqué, avec 5 matchs à l'extérieur. Donc à voir aussi si sur 15 points, on peut en avoir déjà la moitié sur les 5 premiers matchs à l'extérieur, ça peut être pas mal C'est pas mal, pour ouais. bien commencer la saison, ouais. Et puis après, bah, le 13 avril, on reçoit New York City FC à l'Allianz Field, donc là, la saison commencera vraiment, à mon avis, pour nous. Donc c'est possible, Voilà. ouais. Et ça fait 10 minutes, mais on va poser juste une dernière Ouais. question. Est-ce que tu auras un joueur à suivre, à ton avis, qui va être le joueur clé ou alors un petit jeune, que tu penses qu'il faudra regarder cette année? Moi, je pense que tout le monde l'a vu l'année dernière, la saison dernière, il a été incroyable. C'est Darwin Quintero, Mmh. encore à suivre cette année. Des passes incroyables, des buts incroyables. Je me rappelle notamment contre Toronto où il avait fait un festival. Non, c'est un joueur à suivre et puis offensivement, on va être pas mal dépendant de lui. Donc, s'il est en forme, devant, on sera en forme, comme on l'a été la saison dernière. Vraiment dépendant de lui. Mmh. Et c'est le joueur à suivre, Darwin D'accord. Quintero. Bah, merci beaucoup, c'est très sympa. Est-ce que tu as un dernier petit mot à dire? Enfin, déjà, on invite tous nos auditeurs à te suivre sur Twitter Ouais, parce qu'il y a ouais, un ouais. bon boulot au niveau de toute l'actualité de Minnesota et puis une bonne Yes. saison. Je sais pas si tu as quelque chose à rajouter? Non, non, bah suivez, que ce soit moi ou les ondes côté FR Mmh. ou voilà, Culture Soccer, suivez un peu tout le monde sur Twitter, c'est sympa, on a une bonne équipe et puis voilà, tout est Ouais, complet, tout le monde travaille très bien ça va être une et belle voilà. saison. Ça va être une belle saison. Exactement, Merci exactement. encore et on se retrouve tout de suite avec, les autres contres français d'ailleurs, à tout de suite. 10 minutes sur le Chicago Fire. On est avec Romain qui gère le compte français du Chicago Fire, qu'il appelle d'ailleurs assez humoristiquement le Chicago Feu. Comment ça va, Romain? Ça va super, ben merci à vous de me recevoir sur le fameux podcast pour pouvoir échanger un peu sur l'actualité ouais, du Fire de Chicago. Et puis voilà, on est là pour 10 minutes. Ça va être un plaisir d'échanger. Oui, c'est sûr et j'imagine que ça va être un peu plus plaisant que la saison dernière. Ouais, Vous ouais, avez eu ouais. une saison un peu compliquée. Est-ce que tu peux nous la décrire? Sachant qu'on va pas se mentir enfin, déjà, pardon, dis-nous, début de la saison dernière, si tu pensais que tu allais faire une bonne saison et puis, finalement ce que tu en conclus? Ouais, ben tout à fait. Ben, début saison passée, on avait fini donc saison 2017 3e. On fait les playoffs, donc il y avait bon espoir pour la saison de 2018, quoi. Mmh. Honnêtement, ouais, je pensais qu'on pouvait ben, ouais, repartir sur une saison pleine et faire des nouveaux playoffs. Bon, malheureusement, comme vous l'avez vu, ben, ce n'était pas au rendez-vous. Grosse désillusion pour la quatrième saison, pour la troisième saison pardon de l'entraîneur. Voilà, ça a été compliqué. Il y a eu pas mal de blessures des joueurs cadres, donc
voilà, malheureusement, on finit avant-dernier sur la conférence. Et c'était une saison un peu à oublier, cauchemardesque. Donc, on part avec un nouveau projet, des nouveaux joueurs. Et voilà, on ambitionne un peu mieux pour cette saison, quoi. Ah, d'ailleurs, l'entraîneur Veljko Paunovic, est-ce que tu pensais qu'il allait pouvoir perdre son poste parce que il a fait vraiment une saison assez mauvaise? Ouais, tout à fait. Franchement, je m'attendais pas à ce qu'il le reprolonge, sachant que il avait fait deux premières saisons 2015-2016 où c'était voilà très compliqué. Mhm. 2017, il nous emmène en playoff et pour finir 2018, catastrophique si on peut dire. Donc je m'attendais pas à ce qu'il prolonge, mais voilà surprise. Après, il a une certaine philosophie qu'on comprend pas toujours avec notamment les compos qu'il peut nous sortir. Mais c'est vrai qu'on aura le temps d'en discuter au niveau de l'effectif. Il n'est pas gâté non plus par les différents joueurs. Donc voilà, savoir Ouais. si c'est lui qui prend les décisions au niveau du mercato ou si ça se passe plus haut. Voilà, c'est très compliqué à gérer. Mhm. Oui, parce que vous avez Si. perdu, on va en parler un petit peu, mais vous avez perdu beaucoup de joueurs. Ouais, Je ouais. vais donner quelques noms et puis tu peux après me dire quelles sont les pertes importantes pour toi. Au niveau de l'attaque, il y avait Michael Delou qui est reparti aux Pays-Bas après des saisons un peu, comme on dit, mi-figue, mi-raisin. Puis l'Argentin Luis Solignac qui est aussi parti du club. On a Jonathan Campbell qui est parti à Seattle pour à peine rien, je crois, une place dans le draft. C'est ça. Euh, Marco Soregna qui est reparti au Costa Rica après une saison à Los Angeles, mais il avait été drafté vers vous. Et puis Alan Mhm. Gordon et Brandon Vincent qui sont tous les deux pris leur retraite. Donc oui, quelles sont les plus grosses pertes pour toi? Pour moi, comme tu as pu l'évoquer, ça se passe au niveau défensivement, on perd Brandon Vincent, un très bon élément. Il avait fait deux saisons pleines. On n'a pas trop compris la retraite anticipée, surtout son jeune âge. Voilà, pour raisons personnelles, on Mm. n'en sait pas forcément plus. Donc pour moi, c'est une première perte défensivement. Après, comme tu as pu l'évoquer, il y a Delouï qui est reparti aux Pays-Bas. Après, il a joué les derniers matchs seulement à partir de mi-août, fin août. Il a joué blessé, enfin, il était blessé toute la première partie de saison, donc compliqué un peu d'estimer le niveau de jeu. Mais c'est vrai que sur les derniers matchs, il a fait des bonnes prestations, il a marqué quelques buts. Là, j'ai pu regarder un peu, je me suis renseigné au niveau ce qu'il donnait avec son équipe aux Pays-Bas. Il joue les matchs. Il a planté encore récemment là, la semaine dernière, donc enfin ce week-end même. Donc voilà, c'est une petite perte. Après, on a eu des renforts, on va l'évoquer, mais pour moi, ouais, c'est principalement Brandon Vincent en défense, Delohue et aussi un peu Solignac. Mais Solignac qui était pas mal blessé aussi la saison Mm. passée, donc un peu compliqué. Et de l'autre côté, oui, au niveau des arrivées, donc déjà, vous avez pas mal, vous avez utilisé un petit peu la draft, et Mhm. puis vous avez des joueurs qui rentrent de près, un nouveau gardien de but, un nouvel ailier. Donc, est-ce que tu peux nous décrypter un petit peu tout ça? Yes, niveau arrivée, du coup, comme tu l'as dit, un gardien expérimenté, donc David Ousted. Voilà, comme a pu le dire Nelson Rodriguez, donc le manager général, gardien d'expérience qui a évolué pendant 6 ou 7 saisons, il me semble, à Vancouver. Mhm, Il vient donc de DC United. Après, j'ai regardé, il a joué blessé, enfin, il a été blessé 3 mois la saison passée, il me semble. mhm, Mais ce qui va surtout apporter, c'est son expérience. J'ai regardé, il a joué ce week-end contre Columbus pour la Carolina Cup. Donc j'ai regardé le match. Bon, je vais pas te cacher, j'ai failli m'endormir à la fin. C'était assez compliqué de voir le niveau. Enfin, pour moi, ils sont encore en vacances. Les gens. Préparation physique compliquée. Si dans à peine 15 jours, on n'est pas au niveau, je pense que face aux Galaxy, on va se faire ouvrir facilement. Après, je peux regarder ce que ça avait donné un peu Los Angeles sur la préparation, mais c'est vrai que niveau physique, on n'y est pas du tout. Donc, David Ousted, j'ai regardé le match. Il est censé apporter son expérience. C'était compliqué. Après, il y a la défense qui l'aide pas forcément. Donc, pour un gardien,
ça devient vite catastrophique si les défenseurs ne sont pas au niveau aussi. Mhm. Il a fait des belles sorties. Devant Zardes, c'était pas mal. Quelques arrêts aussi. Bon, après, sur les buts, il n'y peut pas grand-chose, malheureusement. Faut dire que Richard Sanchez, le titulaire du poste, n'était pas vraiment rassurant l'année dernière aussi. Ben, ouais, franchement, Sanchez ou même Cleveland qui a joué quelques matchs la saison passée, ben, c'était vraiment pas rassurant. Alors après, est-ce que la défense y joue aussi? Parce que ben, chaque saison, on dit qu'on va se renforcer défensivement, mais enfin, ça arrive pas. Et là, cette saison, c'est le gros point noir. Donc voilà, défensivement, ben, comme on a pu l'évoquer, il y a eu pas mal de départs. Brandon Vincent, il y a eu Campbell également. Donc voilà. Niveau arrivé, il y a quelqu'un en défense? Niveau arrivé, ouais, il y a eu Marcelo, pas celui du Real Madrid malheureusement, mais un défenseur qui évoluait donc au Portugal. Il a joué au Rio Ave pendant 6 saisons. Enfin, il était prêté principalement par le Sporting. Et là, depuis, il est revenu au Sporting au mercato estival, quoi. Mhm. Et il n'a pas joué un seul match depuis septembre. Donc là, il revient. Pareil, il était titulaire face au Columbus. Je sais pas, ça s'annonce encore compliqué niveau défensivement, sachant que j'ai bien rigolé face au Columbus, il a aligné comment il s'appelle, Campos, donc défenseur, enfin latéral droit, alors qu'à la base c'est milieu off voire attaquant, donc voilà. Et puis il a fait Raheem Edwards aussi de l'autre côté, je crois. Un petit peu. Pardon? Il a pas joué Raheem Edwards un peu Ouais, tout à aussi fait, de tout l'autre à fait, côté. tout à fait. Ouais. Justement, je pense que dans les joueurs à surveiller pour cette saison, comme tu pouvais l'évoquer Mhm. en première partie, Edwards, je pense ça peut être un bon potentiel. Ça fait 2 saisons maintenant, mais c'est vrai que chaque saison, on a des espoirs sur lui. Mais je pense qu'avec le départ de Vincent, ça peut être pas mal s'il a plus de temps de jeu. Mm. Mais bon, après, de toute façon, défensivement, il faut les automatismes, il faut jouer régulièrement avec les mêmes coéquipiers. Donc, à voir. À Ah, voir, à puis, voir. Ça peut... juste un dernier avis sur le Mercato, la plus grosse recrue, c'est quand même Frankowski, qui est un ancien international polonais, il me semble. Ouais. Est-ce que tu as l'air optimiste par rapport à lui? Parce que c'est la grosse recrue quand même de ce Mercato pour le Fire. Pour être honnête, je me suis pas renseigné plus que ça sur le joueur. Après, ouais, il a l'air très intéressant, mais voilà, il joue milieu de terrain, milieu off, donc à voir ce que ça peut donner. Sachant que pour moi, le joueur clé de cette saison, ça va être Mihailovic. Mm. La saison passée, il a été blessé pendant 5 mois. Il est revenu fin de saison assez tambour battant, si je puis dire. Il a joué avec l'équipe nationale là Ouais. pendant la trêve. Il a marqué d'ailleurs son Il a premier très but. bien joué. Ouais. Il a très bien joué, comme tu dis. Et là, face au Columbus, j'ai regardé et il a fait un match plutôt plaisant. Il a marqué un but, une super frappe, première intention. Mhm. Donc, je pense que ça peut être un très bon joueur s'il se blesse pas, malheureusement. Mais pour moi, c'est le joueur à suivre Non, mais ouais, du côté du Fire. entre lui et puis McCarthy et Schweinsteiger au milieu, Katae, Boniko, Frankowski, et puis Nikolic en attaque, ils avaient une belle équipe. Donc on vient de passer les 10 minutes, donc je vais juste te demander vite fait, est-ce que tu penses que tu peux faire les playoffs cette année ou ça a l'air toujours un peu compliqué? Pour moi, il va falloir se renforcer défensivement encore. J'ai pu voir, il y a un journaliste là du site de MLS qui a des rumeurs. Donc le journaliste c'est Sam Stejskal, je crois, quelque chose comme ça. Ouais, qui est souvent Il a très, vu, très bien informé. ouais, il a vu avec du coup Nelson Rodriguez, le manager, qui aurait déclaré qu'il travaillait sur 2 renforts défensifs, donc des internationaux apparemment, mais après ça demande des frais de transfert, donc à voir ce qui va se planifier. Pour moi, on peut jouer les playoffs clairement si on se renforce défensivement. Si on se renforce pas défensivement, ça sera compliqué. Si on est obligé de remettre Bastian Schweinsteiger en défense centrale, ben c'est pas là où il va être, où il va épanouir et où il va faire parler son talent et son expérience. Donc, si on se renforce défensivement, pour moi, ouais, on a la possibilité de jouer les playoffs.
D'accord, bah, je vois. Bah, c'est un très beau bilan, je pense, et tu as raison. Ça devrait passer si vous avez un peu de renfort, parce que la profondeur effective n'est pas folle, mais si tout le monde reste en bonne santé, ça devrait passer. C'est ça, Merci beaucoup, Romain. On peut te suivre du coup sur le compte Chicago Feu 97, c'est ça? c'est ça, tout à fait. Exactement. N'hésitez pas. Et on te suivra toute la saison pour les infos de Chicago Fire. Merci encore et Merci à vous. bonne saison. Merci beaucoup. Ouais, bah, on enchaîne tout de suite avec un autre invité. Nous sommes aujourd'hui donc avec Florent qui est un supporter inconditionnel des Revs de New England, donc le New England Revolution. Florent habite même à Boston même. Salut Florent, comment ça va? Salut, ça va et toi? Ça va très bien. Donc, c'est ça, j'aimerais juste avoir, donc, voir exactement qu'est-ce que tu penses du Revolution cette année. Qu'est-ce qui s'est passé durant la saison morte? Est-ce que tu es confiant, tu n'es pas confiant? Qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà, merci pour la description de supporter inconditionnel, ça me fait plaisir. Disons qu'en fait, la saison dernière on était plein d'espoir avec le changement de coach, l'arrivée de Brad Friedel. On s'attendait vraiment à un renouveau, on avait eu quelques recrues intéressantes. Donc on s'attendait enfin à pouvoir jouer les playoffs et bon, nouvelle déception, mais ça on est habitué ici. Donc là, cette intersaison-là, je suis assez confiant et je pense que globalement tout le monde est assez confiant. Donc on a eu le départ de Claude Dielna qui était notre seul joueur désigné et qui n'avait pas joué de la deuxième partie de saison. Il était en dispute avec le coach. Et Mais corrige-moi si j'ai tort, mais c'était un flop total, Claude Jenna, hein? un flop, j'irais sur la fin, sur la fin de son aventure ici, complètement, il y a pas photo. Sur la première partie de son aventure, je dirais pas totalement. Il a quand même été nommé capitaine. Donc il était titulaire indiscutable, mais après c'était un peu délicat parce que il était arrivé en tant que défenseur axial, il a été replacé côté gauche parce qu'on avait beaucoup de difficultés à ce poste. Et je pense qu'au niveau du caractère, c'était un peu trop le feu avec le coach et ses coéquipiers, donc ça n'a pas marché. D'accord, Donc d'accord. on verra ce qu'il va donner. Il a été tradé à Portland, donc on va voir un peu ce qu'il donne là-bas, mais en tout cas, pour lui comme pour nous, je pense que c'est une bonne chose qu'il soit parti. C'est sûr, c'est sûr. Puis c'est ça, j'ai vu aussi qu'il y a Christian Tierney qui est parti aussi. Est-ce C'est il a pris ça, sa ouais. retraite ou C'est ça, il a pris sa retraite. Il avait beaucoup moins de temps de jeu. Il était vraiment cantonné au banc cette dernière saison, alors que pourtant on avait, comme je disais, des difficultés à ce poste d'arrière gauche. Donc je pense que moi personnellement qu'il aurait pu être titulaire et apporter quelque chose. Malheureusement, le coach en Oui, c'est pensait sûr. autrement. C'est drôle parce qu'il avait marqué un but extraordinaire sur coup franc. C'était le premier match de la saison auquel Ouais. j'assistais justement avec un camarade francophone. Et un très beau souvenir, Ouais, effectivement. effectivement, effectivement. Mais c'est ça, donc juste parle-nous un peu des départs des arrivées. Qu'est-ce que tu penses? Qu'est-ce que tu penses? Est-ce que tu penses que l'équipe s'est renforcée? Est-ce que tu penses que t'es pas trop sûr? Qu'est-ce que tu en penses? On est globalement confiant parce déjà on a su conserver nos deux meilleurs joueurs de la saison passée qui étaient arrivés sous forme de prêt avec option d'achat, qui sont Luis Caicedo et Christian Penilla. Donc ça déjà c'est une super nouvelle parce que c'était vraiment nos deux pépites, donc Caicedo le milieu axial et Penilla l'ailier qui a marqué beaucoup de buts et beaucoup de passes décisives. Et on a su recruter un joueur désigné espagnol, Carles Gil, qui vient du déport La Corogne en Espagne. Donc ça, c'est vraiment une bonne nouvelle et je pense qu'il va nous permettre offensivement d'avoir beaucoup plus de créativité parce qu'effectivement, l'année dernière, on avait tradé Lee Nguyen à LAFC et du coup, avec le remplacement de Diego Fagundez en meneur de jeu, il y a un truc qui collait pas. Ça manquait de liant dans le jeu offensif. Donc là, vraiment, cette arrivée-là, moi, ça me donne beaucoup de confiance. Et je pense qu'un trio de milieu offensif, Penilla, Fagundez et Gilles, ça peut vraiment être une bonne chose. On a recruté également un attaquant, un autre Caicedo. Donc, je sais pas, ils se sont dit qu'on avait un super Caicedo au milieu. Peut-être que si on en avait un en attaque, ça serait aussi super. Donc, là, je suis moins confiant parce que je le connais pas. Il vient de Colombie.
Et à 29 ans, il n'a pas un palmarès personnel super étoffé au niveau statistique et tout. Donc, j'attends de voir. En préparation, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être très brillant. Mais je pense qu'avec ces 3 joueurs-là, pour le soutenir, ça peut être pas mal. Et on a également, donc, comme je disais précédemment, le poste d'arrière gauche, on avait beaucoup de soucis et on a tradé Kellen Rowe à Colorado pour Edgar Castillo. Ouais, ce qui est Donc, quand même pas mal. Castillo a fait une très bonne saison l'année passée avec exactement. Colorado. Et vu que Kellen Rowe, bon, c'était un peu le chouchou du public, mais c'était pareil, une fin d'aventure, ça collait pas trop. Donc là, c'est vraiment une bonne nouvelle pour nous d'avoir un arrière gauche compétitif, parce qu'on avait recruté à ce poste la saison dernière avec Gabriel Somi, qui jouait l'Europa League avec son club suédois, il me semble. Et il s'est pas du tout imposé. Donc là, Castillo, qui connaît la MLS, ça peut vraiment donner de bonnes choses. Et la semaine dernière, on discutait avec le président du club sur Twitter, qui nous a promis qu'un joueur calibre élite allait renforcer l'équipe. Donc on attend toujours. Ah, On ça n'a c'est pas trop intéressant. on n'a pas trop d'informations sur son poste, si c'est un joueur offensif ou défensif. Donc j'attends de voir. Offensivement, on s'est plutôt bien renforcé et je pense qu'on a en nombre, on est pas mal, surtout avec nos jeunes draftés. On a 3 jeunes offensifs qui sont arrivés, donc je pense qu'on a assez de joueurs offensifs. Et j'aimerais bien avoir un joueur, un milieu défensif. C'était vraiment à ce poste-là aussi qu'on avait des difficultés. On avait du mal un peu à être solide, donc j'attends de voir. D'accord, parfait. Et est-ce que, par exemple, si tu vas en défense, est-ce que tu es confiant pour la vue défensive? Je comprends, et tu avais l'arrière gauche, Castillo qui est venu, donc ça va renforcer au moins le côté gauche, mais en défense centrale, en tant que défenseur droit, est-ce que tu es satisfait de ce qu'il y a? Alors en défense centrale, on a recruté l'anglais Michael Mancienne qui joue à Nottingham Forest. On l'a recruté au mois de juillet, mois d'août, donc il a joué la fin de saison. Et c'était vraiment pas mal. On avait besoin d'un leader justement à ce poste-là pour essayer d'apporter de l'équilibre défensif. Pour l'instant, c'est pas mal. Collectivement, on n'était pas bon défensivement, mais je pense qu'individuellement, il peut vraiment apporter quelque chose et il peut faire une bonne paire avec Tony Delamea. Côté droit, on a Andrew Farrell, l'éternel Ouais, arrière droit, ouais. qui malheureusement est un peu une passoire défensivement. Ouais, mais il est Donc, bon offensivement, donc ça marche. il peut apporter offensivement, mais malheureusement, c'est que ça peut créer vite un gros déséquilibre. Surtout que, vu que, comme je disais, on n'avait pas d'équilibre à gauche, c'était une catastrophe. On se faisait transpercer de toutes parts. On a le rookie, enfin, qui est maintenant sophomore, Brandon Bay, Mhm. qui est arrière droit, qui a dépanné, qui a fini la saison titulaire arrière gauche et qui est vraiment très très prometteur et que j'ai vu un article hier à son sujet et Brad Friedel est vraiment il l'adore. Donc je pense qu'il y aura vraiment une concurrence à ce poste d'arrière droit entre Brandon Bay et Andrew Farrell. Donc j'attends de voir et j'aimerais bien défensivement, on a aussi Annie Baba qui est Ouais. pas mauvais en défense centrale, qui a beaucoup joué en début de saison l'année dernière. Et vous avez Mlinar aussi, le Slovène, non? C'est ça, Delamea, ouais. C'est Ah, ok, ok. c'est ça, ouais. Il se fait appeler Delamea. Ah, je savais pas. Ok, parfait. Moi, je Et l'appelais ouais, c'est Mlinar. un bon joueur. Et le problème, c'est en fait, on avait tellement un déséquilibre que ça provoquait des erreurs individuelles. Parce que forcément, quand on n'a pas de bloc défensif et qu'on subit les attaques adverses toutes les 2 minutes, on est plus sujet aux erreurs défensives individuelles. Et bon, du coup, j'attends de voir ce qui va se passer. Et je pense qu'en fait, la vraie priorité, c'est un milieu capable de récupérer des ballons, vraiment d'apporter un équilibre global à cette équipe. Parce qu'on a un peu un manque à ce poste-là. Mais c'est bizarre que tu me parles de milieu défensif parce que moi, d'après moi, avec Caicedo et Zaibo, je pensais que vous étiez quand même assez fourni de ce point de vue-là. Est-ce que, bon, je comprends que Caicedo joue peut-être un peu plus haut C'est parfois, ça, ouais. mais il y a quand même Zaibo qui a été, je vais pas dire excellent, mais il a été quand même très bon à un certain moment l'année passée avec New England. Alors, j'adore Zaibo, Mhm. mais il a été All-Star d'ailleurs, et pour moi, c'était absolument pas mérité, pour être tout à fait honnête. OK. Et vraiment, je dis ça, j'adore le joueur. Mais c'est qu'en fait, il avait été All-Star alors qu'il avait joué les 6-7 premiers matchs, et ensuite, il avait été sur le banc pendant presque 10 matchs, et il a été élu au All-Star Game. Pour moi, c'était vraiment une surprise. C'est un bon joueur.
il a des qualités et je pense qu'effectivement avec Caicedo, ça peut faire un bon duo. Mais il manque peut-être ce profil vraiment plus défensif, un peu, toute proportion gardée évidemment, mais un joueur du style Casemiro, Real Madrid, tu sais, histoire de vraiment d'apporter un vrai équilibre. D'accord. Parce que D'accord. là, je pense que Caicedo, il est aussi capable un peu de jouer milieu offensif sur le côté droit. Il a vraiment beaucoup de qualités. Mais ouais, je pense qu'on a besoin de quelqu'un, surtout avec nos offensifs, parce que Penilla qui joue ailier, c'est une bombe offensivement, mais défensivement, Ouais, il il est fait pas feignant, quoi. grand-chose. Ouais, il fait pas grand-chose Et défensivement, voilà, effectivement. Fagundez, c'est un peu pareil. Donc voilà, c'est un peu problématique. Quand on a des 2, 3, 4 joueurs offensifs qui défendent pas, on a besoin de milieux qui sont vraiment capables de récupérer des ballons. Effectivement, Et effectivement. donc on a ce duo-là, on a Scott Caldwell aussi en solution de rechange, en backup. Et pour moi, c'est un peu léger. Je sais que Scott Caldwell, c'est un peu aussi un chouchou du public, mais pour moi, ça devrait être plus un 4e choix. Donc j'aimerais bien en fait qu'on ait un joueur qui puisse jouer avec Caicedo et avoir Zaibo en super sub qui peut éventuellement jouer dans un milieu à 3 selon l'adversaire. D'accord, parfait. Donc, bon, merci pour ces petites précisions. Et toi, tu penses, par exemple, pour 2019, tu vois les Revs où dans la conférence Est? Est-ce que tu penses que ils vont faire les séries? Est-ce qu'ils vont se qualifier pour les playoffs? Ou qu'est-ce que tu penses à peu près, juste comme ça, pour le fun, à quelle position tu les classerais? Alors, je pense qu'on peut accrocher la dernière place pour les playoffs. Je suis pas hyper confiant pour jouer vraiment le haut du classement avec Atlanta et tout. Je pense qu'on n'est pas encore à ce niveau-là. Après, on verra si on a d'autres joueurs qui arrivent. Mais bon, le problème avec cette équipe dans les années récentes, c'est qu'en fait, on s'attend à rien et on est quand même déçu. Ouais, ouais, C'est ça vraiment fait triste mal. parce que on sait qu'on n'a pas le niveau pour jouer vraiment la MLS Cup et tout. Et à la fin, on se retrouve quand même déçu parce que la saison dernière, avec Brad Friedel qui arrive, sa nouvelle philosophie de jeu, après l'ère Jay Hibbs, qui vraiment, on en avait marre et on était content d'avoir un nouveau coach. On s'attendait à de belles choses. On avait fait un bon début de saison et ensuite, on avait fait une série peut-être de 12 matchs sans victoire. Donc là, on OK. a des bonnes recrues. J'attends de voir. Mais c'est ça, et c'est ça, j'aimerais bien voir, c'est ça, tu avais mentionné un peu plus tôt, comme quoi ils avaient annoncé, le président avait annoncé, tu m'as dit, C'est ça, ouais. une Un grosse star. joueur une star, un joueur calibre élite. Donc, on ne sait pas trop ce que ça veut dire, hein. On verra ce que ça donnera. Et puis pour toi maintenant, avec l'effectif actuel, qui est ton joueur clé? Est-ce qu'il y a un joueur qui pour toi, c'est le joueur qui symbolise le révolution de la Nouvelle-Angleterre? Alors, je le connais pas encore beaucoup, donc je serais tenté de dire le nouveau joueur désigné, Carles Gil, parce que je pense qu'il apportera énormément. Mais sinon, pour parler des joueurs que je connais mieux, et je pense qu'un joueur dont on attend beaucoup, c'est forcément Diego Fagundez. L'année dernière, donc avec le trade de Lee Nguyen à LAFC, on lui a confié les clés du jeu en position de numéro 10 et tout, et il n'a pas été très performant. Et moi, personnellement, je pense qu'il n'a pas encore le bagage pour jouer à ce poste-là de meneur de jeu. Il est un peu plus à l'aise sur un côté. Et je pense que justement, c'est l'arrivée du joueur espagnol avec Penilla aussi à ses côtés, ça peut vraiment le libérer, lui donner un peu moins de responsabilité. Et je pense que Diego Fagundez, si on fait une bonne saison, ça sera beaucoup grâce à lui. Parfait, parfait. Ben écoute, Florent, merci beaucoup de ton temps. On va Merci de suivre la suite. l'invitation. Ben, ça fait plaisir. On va suivre le Révolution de très près cette année. Et puis, bonne chance pour la saison. Merci beaucoup. On passe maintenant aux Whitecaps de Vancouver. J'ai le community manager du compte FR des Whitecaps de Vancouver. Salut Victor, comment ça va? Ça va bien, bonjour, bonjour à tous. Oui, donc c'est ça. Quelle année pour Vancouver cette année? Tout change. Il y a Exactement. presque plus les mêmes joueurs que l'année passée. Ah ben, Qu'est-ce que tu penses déjà, si jamais tu veux parler, pourquoi tu es supporter de Vancouver? Et puis, c'est sûr, commencer à parler de ce que tu vois pour les Whitecaps cette année. Alors, je suis supporter des Whitecaps parce que j'ai vécu 6 mois à Vancouver, donc j'ai pu
connaître l'ambiance du BC Place et c'est ça qui m'a fait adorer ce club et que je suis maintenant depuis. Alors pour revenir donc là à cette année, en tout cas on va commencer par l'année dernière où la saison n'a pas été bonne sur plusieurs points. Déjà on ne s'est pas qualifié en play-off. Bon, ça c'est la deuxième année. On pourrait dire que ça irait encore, mais à côté de ça il y a eu d'autres problèmes. Il y a eu beaucoup de problèmes conflictuels dans l'effectif où déjà l'entraîneur Robinson a été viré en septembre et on aurait pu penser qu'après ça il y aurait un électrochoc et les joueurs se seraient remis dedans. Au contraire, ça a été pire. Les langues se sont déliées et on a entendu beaucoup de choses dans la presse. Les gens ont commencé à parler et il y a eu des gros problèmes finalement de clans entre les Sud-Américains, les Nord-Américains, etc. Et donc ça a entraîné une intersaison de fou. Oui, exactement. En tout cas, je sais, moi, étant basé à Montréal, puis supporter de l'Impact, je peux te dire que toute la fanbase de l'Impact de Montréal est très excitée de voir Marc Dos Santos avec les Whitecaps. Et, comment tu vois, c'est sûr que tu suis beaucoup ce qui se passe à Vancouver, comment les gens ont reçu Marc Dos Santos avec son nouveau staff, l'équipe qu'il essaie de mettre en place. Tu peux nous parler un peu de ces arrivées-là. Il y a eu plusieurs arrivées quand même intéressantes. Ce qui est intéressant, c'est qu'il est venu pour tout changer et pas seulement dans les nouveaux joueurs. Il est venu pour apporter sa philosophie. Donc, c'est une philosophie, on va dire, moderne, c'est-à-dire un jeu basé sur la position de balle, sur une récupération assez rapide du ballon, ce qui change totalement de Robinson. On a l'habitude de voir Vancouver attendre derrière et procéder en contre. Avec Dos Santos, en tout cas, dans ce qu'on entend de ses interviews, lui, il veut changer ça. Et ça, c'est très intéressant. Ça vraiment, je pense, donne un petit plus. Comment dire, ça, en tout cas, ça, pour les supporters des webcasts, c'est assez optimiste. Ils sont assez optimistes, pardon. Oui, effectivement. En plus, il a ramené avec lui l'ancien entraîneur des gardiens de l'Impact de Montréal, Youssef Dahar. Il a quand même. On sent qu'il y a un peu trop de Montréal à Vancouver maintenant. C'est ça. On parle surtout du gardien Maxime Crépeau, qui est en date d'aujourd'hui. Les premiers matchs de pré-saison, c'est lui qui est numéro 1. Puis je suis un peu certains fans des Whitecaps, puis ils sont très contents de ses performances jusqu'à maintenant. Mais c'est ça, parle-nous un peu de cette nouvelle équipe. Je viens juste de parler de Maxime Crépeau, mais il y a tellement de nouvelles arrivées. Est-ce que il y a quelqu'un qui vraiment comment dire, qui t'a fait un peu sauter? Tu étais content que tu vas arriver en fait avec les Whitecaps? Dans tous les jours, déjà il y en a 14, donc il y en a énormément. Et il n'y aura même pas de la place pour tous, parce qu'il y en a quand même qui sont restés. Et le retour qui a vraiment m'a plu, c'est le retour de Fredy Montero, parce qu'on a perdu Camara et il nous fallait un attaquant. Alors Fredy Montero, c'est pas vraiment un neuf pur, mais bon, l'année où il a joué à Whitecaps, il a mis 15 buts, donc c'est une valeur sûre. Et justement, moi, je trouve qu'il manque un petit peu de valeur sûre aujourd'hui dans les recrues qu'on a fait. C'est soit des stars en devenir. Il y a beaucoup de jeunes joueurs qu'on ne connaît pas spécialement, qui viennent de tous les continents, ou alors des joueurs d'expérience, mais qui ont joué dans des championnats secondaires. Et il manquait un peu ces valeurs sûres. Il y a aussi Bangura qui doit remplacer logiquement Davis, mais Bangura, ça fait un bout de temps qu'il est loin d'être régulier. Donc voilà, moi dans le recrutement, je trouve que c'est ce qui manque, c'est une ou deux valeurs sûres, des joueurs réputés, et ça on l'a pas. D'accord. Moi, je suis très sincèrement, ce qui m'excite, c'est Lucas Venuto, qui est quand même un ailier quand même assez rapide, qui pourra faire beaucoup de bien. Puis il y a le Coréen aussi, Wang In-beom, qui paraît est très très bon. Moi, je le connais pas, mais il paraît que quand même c'est une très bonne pioche pour les Whitecaps. Puis moi, j'aimerais mentionner le joueur qui moi m'a rendu vraiment content, c'est de voir Derek Cornelius rejoindre les Whitecaps. Cornelius, ce qui est intéressant, c'est qu'il est international canadien
Et il joue dans les derniers matchs de l'équipe nationale canadienne. Il formait la charnière centrale avec Henry, qui est déjà aussi avec les Whitecaps. Donc, ça va être intéressant de voir des joueurs quand même qui se connaissent déjà. Ça va être intéressant pour l'équipe nationale, je vais pas mentir, mais aussi c'est intéressant pour les Whitecaps de voir ces partenariats qui sont quand même assez intéressants. Et au niveau des départs, qu'est-ce que tu as pensé? Est-ce qu'il y a, bon, à part Alphonso Davies, mais on sait, on s'y attendait, on le savait déjà, il a signé depuis un bon bout avec le Bayern. Mais autre que Davis, est-ce que tu as eu des surprises? Est-ce que tu es content de certains départs ou qu'est-ce que tu en penses? Content, il fallait changer quelque chose. Donc déjà la défense, moi j'étais pas un grand fan de Waston, donc je le trouvais très lourd. Là, ce que j'aime dans cette nouvelle défense, c'est des joueurs beaucoup plus dynamiques, en tout cas beaucoup plus jeunes. J'ai aussi Yasser Kémiri, le Tunisien, et l'Argentin Godoy en défense centrale. Je pense que c'est là où il fallait se renforcer premièrement, parce que l'année dernière, on a quand même pris énormément de buts, on avait une des plus mauvaises défenses, et ça, c'est rassurant. Après, dans les autres départs, il y a beaucoup départs qui a fait mal aussi. C'est un peu Camara, alors que dans un premier temps, je me souviens qu'il avait dit que ça lui plairait de rester. Et Camara, même s'il est un peu plus âgé maintenant, c'est quand même un joueur d'expérience et il marque. Donc c'est hyper important. Moi, c'est ce qui me manque dans cette équipe d'aujourd'hui, c'est un vrai neuf comme lui. D'accord, d'accord. Mais aussi, il y a eu, moi je suis content pour vous parce que je pense que vous avez pu vous débarrasser quand même d'un gros flop qui est Break Shea, d'après moi. Je comprends pas pourquoi il a signé à Atlanta, mais c'est une autre paire de manches. Mais c'est sûr que je pense que c'est un poids niveau salaire, un poids sur le jeu. C'est pas le joueur qui malheureusement a réalisé son potentiel. Il y a aussi eu Blondel qui l'année passée a vraiment été pas très bon. Je suis content qu'il ne soit pas resté avec les Whitecaps. J'ai été étonné, par contre, moi, personnellement, il y a 2 départs que j'ai trouvé un peu bizarres. Le premier départ, c'est Efi Juarez, bon, il n'a pas été extraordinaire l'année passée, mais sauf que quand même, c'est quand même un bon joueur, un international mexicain, un joueur qui, je pense, a mal été utilisé par Robinson l'année passée, mais je pense qu'il aurait pu donner de bonnes choses aux Whitecaps. Le deuxième départ, pour moi, c'est Christian Techera. Je trouvais dommage qu'il s'en aille. Mais, je suis d'accord sur Techera parce qu'en plus, on perd quand même beaucoup de monde devant et ça aurait été bien de le garder. Pour Efren Juarez, moi, je partage pas cet avis. Il a peu joué l'année dernière, il a pas fait une grande saison. Si je me souviens bien, il prend 2 cartons rouges alors qu'il joue peu de matchs, à peine la moitié de la saison. Et puis en fin de saison, en plus, il a beaucoup parlé aussi dans la presse. Donc, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que Dos Santos n'a pas voulu le garder. C'est par peut-être mauvaise réputation. ouais, non, je comprends bien, je comprends bien. Donc, selon toi, cette nouvelle version des Whitecaps, quelle est pour toi, si jamais on veut s'amuser, ta prédiction, qu'est-ce que tu penses, à quelle position il serait à la fin de l'année dans la conférence Ouest? Ouais, je rêverais qu'il soit au moins en playoff, mais bon, là, ça va être compliqué. Quand même, pour l'instant, 14 recrues, sachant que pas mal de ces recrues n'ont pas encore joué. Venuto, que tu parlais, a joué juste 30 minutes, alors que le championnat reprend dans 10 jours. Qui d'autre qui n'a pas joué? Je crois que mince. Montero n'a pas encore joué. Ordaïs, qui est un jeune joueur aussi qui est prêté par un club suisse, n'a pas encore joué. Enfin, plein de joueurs n'ont pas encore joué. Et donc, cette alchimie, je pense que va faire que le début de saison risque d'être compliqué quand même. Donc, j'imagine mal les voir en fin d'année en playoff. D'accord, d'accord. Donc, parfait. Et puis, pour toi, quel est le joueur clé de Vancouver cette année? Parce que, bon, on s'entend que c'était Davis, c'était peut-être Camara à un moment donné. Là, c'est vraiment une nouvelle équipe. Qui, pour toi, ce sera le joueur clé, la star que tu vas attendre, cette personne-là qui a ce plus? Je pense le Coréen, Ash Wang, parce que il va être attendu. Même s'il est jeune, il a été recruté un peu plus d'1 million d'euros. Alors,
Dans le football de maintenant, c'est rien, mais pour Vancouver, c'est quand même beaucoup. Et il est très polyvalent, technique. Il peut jouer à tous les postes au milieu de terrain. Et dans la tactique de Dos Santos, c'est de jouer avec un 6 et deux milieux centraux, en tout cas deux milieux devant ce 6. Et il peut jouer à tous ces postes-là, d'après Dos Santos, parce que je ne le connais pas assez. Donc je pense que ce joueur risque d'être très intéressant. D'accord, ben parfait. Ben écoute, on va te souhaiter une très très bonne saison. Moi, j'ai hâte de voir Vancouver. Ben, c'est pas seulement en MLS, mais même en championnat canadien. Je suis intéressé de voir ce qu'ils vont faire. Ben, je vais te souhaiter bonne chance, une bonne année avec Vancouver. Puis c'est sûr, on continuera à se parler dans le futur. Ok, merci. Et j'espère que évidemment l'année sera bonne. Parfait. À la prochaine. Au revoir. C'est désormais le temps de parler de l'Union de Philadelphie. Et tout comme la saison dernière, là, nous avons la chance de recevoir Jonathan Tannenwald, journaliste de Philadelphie. Donc tout d'abord, bonjour Jonathan, ça va bien? C'est encore février, n'est-ce pas? Oui, oui. Et déjà, on parle de la MLS qui commence déjà avec la Ligue des Champions et puis le début de la saison officielle, la première fin de semaine de mars. Et depuis, pour la première fois depuis longtemps, on parle honnêtement de l'Union de Philadelphie comme une équipe à regarder, n'est-ce pas? Oui, effectivement. Avant de parler du mercato et tout, est-ce que tu voudrais nous parler en quelques secondes là, de la dernière saison? Qu'est-ce qui s'est passé à Philadelphie? La plus grande nouvelle était l'arrivée du nouveau directeur sportif après le départ de Ernie Stewart pour l'équipe nationale américaine. Et ce nouveau directeur, Ernst Tanner, qui vient du Red Bull de Salzburg en Autriche, il a une philosophie très différente. Il est allemand et on peut voir les différences entre son philosophie et celui d'Ernie Stewart. Stewart qui a le vue du monde un peu néerlandais, le système rigide, le style de jeu, etc. Ernst Tanner est un peu plus pragmatique, un peu moins rigide, moins lié à un livre de règles, si ça se comprend. Et j'aime ce qu'il a fait. Il a aussi l'expertise dans l'achat et la vente des jeunes joueurs, qui est quelque chose qui est très important pour l'Union, qui veut vendre ses produits de l'académie, et aussi pour trouver des bons jeunes joueurs qui ne coûtent pas des millions et des millions de dollars, qui peuvent améliorer l'équipe. Oui, car il est arrivé, il a été annoncé la saison dernière, un peu avant les playoffs, je crois, hein, Jonathan? En août, c'était son début. OK. Et disons, on peut parler du fait que l'Union a arraché les séries. OK, OK. Ben, ils l'ont fait. Je disais, même avant le match à New York dans les séries l'année dernière, oubliez n'importe ce que cette équipe fasse en 2018. Je le disais l'automne dernier. Oubliez le tout. Même s'ils arrachent la finale de l'Est, oubliez-le. Parce qu'on savait, autant là, que Tanner allait changer profondément l'équipe. Et c'est ça qu'il a fait. Oui, et d'ailleurs, on va parler des principales arrivées, des principaux départs. Quels sont les éléments importants qui sont arrivés à Philadelphie? Le plus petit, on peut dire, c'est probablement Kai Wagner, l'allié de gauche. Et je dis l'allié de gauche et non pas le défenseur de gauche, parce que un des plus grands changements que Tanner a effectué est un changement au système tactique. Vous connaissez, vos auditeurs peut-être connaissent le système de Hoffenheim en Allemagne qui joue un type de 3-5-2 où les défenseurs de l'allié sont surtout des wingbacks, non pas des défenseurs traditionnels. Parce que
pour lui, je pense que son but, son philosophie est de jouer en 3-5-2 ici en Philadelphie, mais ils ne sont pas encore prêts. Et pensons aux alliés qui sont seuls sur les flancs, n'est-ce pas? C'est pas comme il y a un allié et un défenseur à la gauche et à la droite. C'est un allié et c'est tout. Alors, il a embauché un allié gauche, Kai Wagner, qui peut jouer comme ça. Il a échangé Keegan Rosenberry à Colorado parce que, entre des autres raisons, il a gagné un bon somme d'argent et aussi qu'on soupçonnait que Rosenberry ne pouvait pas jouer dans le système idéal. Alors, Kai Wagner, c'est le petit arrivé. Après ça, il y a Sergio Santos, un attaquant brésilien, 24 ans, assez jeune, pas complètement jeune, un peu d'expérience compris dans la Copa Sudamericana. Il est là, on croit, pour être le numéro 1 attaquant dans un partenariat avec on verra qui. Peut-être Corey Burke, peut-être Fafa Picault, peut-être David Akam. Ils sont des pièces changeables et j'aime ça. On peut jouer des différents partenariats contre différentes équipes. C'est une bonne idée, je l'aime. Et puis, il y a le plus grand arrivé, Marco Fabian, le numéro 10 mexicain, étoile de l'équipe nationale mexicaine, bien connu aux États-Unis et compris en Philadelphie avec une communauté des émigrés mexicains qui croient rapidement. Et évidemment, il est le grand joueur et le numéro 10, il sera, on espère, même si on soutient l'équipe ou pas, on espère qu'il sera le type de joueur qui peut amener les supporters mexicains au stade, qui vraiment n'a jamais eu lieu dans l'histoire de cette équipe. Oui, hein, c'est vrai, car comme tu l'as dit, c'est vrai, on a l'impression quand on voit le Talent Energy Stadium qu'il n'y a pas beaucoup d'hispanophones et tout. Et d'ailleurs, dans les départs, il n'y a pas eu de gros départs, excepté Keegan Rosenberry et Borek Dokal. Est-ce que tu veux nous expliquer un peu la situation qui a fait partir Borek Dokal? Il était prêté ici pour 1 an, sans dire dans son contrat le prix d'achat. Alors, il est parti à la fin de l'année et personnellement, je n'étais pas surpris qu'il n'ait pas de retour parce que négocier avec des équipes chinoises, c'est pas toujours facile si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Et je parle, si c'était par exemple un frais de transfert de $1 million ou $2 millions, je pense qu'on aurait su ça, si c'était si simple. Mais je soupçonne que ce n'était pas si simple. Et si on me demande si je préfère avoir Marco Fabian ou Borek Dokal, je vais probablement dire Marco Fabian. Okay. Pourquoi pas? Ils disaient par tout l'hiver qu'ils allaient remplacer Dokal et ils l'ont remplacé. Et c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de confiance entre les partisans et l'équipe. C'est la nature d'être un partisan, je le comprends. Mais Ernst Tanner a parlé honnêtement depuis le jour qu'elle est arrivée en ville et je pense qu'il méritait un peu de confiance et je pense qu'il a fait ce qu'il disait qu'il allait faire. Alors voilà. Parfait. Et comme joueur clé, est-ce que tu vois vraiment Marco Fabian comme le joueur le plus important de l'effectif pour la prochaine saison? Au 102. C'est le star, c'est le numéro 10. C'est le rôle le plus glamoureux, le plus important sur le champ, sur la pelouse. Et il le sait, et il est prêt d'être ce joueur-là. Alors, c'est lui. Et Santos est le deuxième. Et le troisième, il faut dire, je pense que le troisième, ce sont les alliés défensifs. Parce que le système ne marche pas sans eux. Vraiment. Et les titulaires seront, je pense, Matt Real à gauche et Olivier Mbaizo à droite. Et ils doivent jouer à un autre niveau et on verra parce que les deux sont jeunes. Et on verra s'ils peuvent le faire.
Parfait. Et si tout va bien, là, tu vois Philadelphie terminer à quelle position? Question difficile. Je pense, si on met le but de 4e dans la table, c'est possible. Alors, parlons de l'Est. Atlanta numéro 1, sans doute, n'est-ce pas? Oui, Qui est 2e? Je crois probablement DC United. parfait. Après ça, Columbus, les Red Bulls, Toronto. Ouais. New York City FC, on ne sait pas. Orlando, on doute, toujours. Montréal, on ne sait pas. Nouvelle-Angleterre, on ne sait pas. Cincinnati, probablement non. Chicago, probablement non. Alors, est-ce qu'on peut mettre Philadelphie avec ou un pas à l'arrière de Columbus, les Red Bulls et Toronto? Oui, je pense que c'est possible. Et on ne sait pas ce que Toronto sera, n'est-ce pas? Oui, exact. On ne sait pas encore. On saura dans une semaine ou 2 semaines, mais aujourd'hui, on ne sait pas. Parfait. Donc, c'est vraiment... ça va être un combat entre la 5e et la 7e place pour toi? Probablement, ils ont un début de la saison très difficile. Ils commencent Toronto à la maison, qu'ils doivent gagner parce qu'après ça, ils vont à Kansas City. Ouais, ok. Alors, ouais. on va ouvrir la saison avec une victoire contre une équipe torontoise qui est au milieu de la Ligue des Champions. 1 et 2, on ne sait pas l'équipe entière encore. Alors, gagnez-le et puis allons après ça. On verra. Pour ceux qui ne te suivraient pas, c'est où qu'on peut te suivre sur Twitter? Sur Twitter, chez The Goalkeeper. Et espérons que la prochaine fois qu'on parle français, c'est pour la Coupe du Monde féminine, n'est-ce pas? Ah oui, sans aucun doute. Là, sur le site, on a notre section féminine. Donc, ça va être un plaisir pour nous de te recevoir. OK. Parfait, merci. Bonne journée. Oui, merci à vous. C'est reparti pour 10 minutes. On repasse à l'Est cette fois avec DC United et New York Red Bulls, deux clubs qu'on va faire avec Arnaud Salas, qui est le Twitter manager de la MLS en français, journaliste pour WePlay. Comment ça va, Arnaud? Salut, ça va et toi? Ça va très bien. Merci d'avoir accepté notre invitation. Est-ce que tu es prêt pour parler de DC et New York? Toujours. C'est juste pour qu'on dise aux auditeurs, tu n'as pas choisi, enfin c'est pas tes clubs de cœur ni rien du tout, c'est juste parce qu'on avait ces deux-là, donc on te les a donnés, mais voilà, tu ne. Je m'adapte. Voilà, ça, tu n'as jamais voulu dire quel club tu supportais si tu en supportes. En soi, voilà. Comme je l'ai déjà dit, j'en ai pas spécialement, donc c'est ça qui est un peu bien, qui est un peu arrangeant, c'est que j'en ai pas spécialement, donc c'est pour ça que je peux parler de tout et tout le monde librement, quoi. C'est un avantage quand même. Et on va parler tout de suite de DC United. On a dit qu'on commençait avec ça. Donc 10 minutes sur DC United. DC United qui l'année dernière a connu un nouveau stade, qui a connu une remontada énorme en deuxième partie de saison grâce à notamment l'arrivée de Wayne Rooney. Et quel bilan tiré de la saison dernière selon toi pour un club qui, juste je le rappelle, les années précédentes était quand même dans le ventre mou de la MLS? Un bilan à tirer, on va dire en deux parties, une saison en deux parties, assez mitigée, avec des débuts catastrophiques jusqu'à juillet, de mars à juillet, des bilans catastrophiques. Ils ont été derniers de la conférence, ils gagnaient pas un match, ils mettaient pas un pied devant l'autre. Et est arrivé le grand Wayne Rooney en juillet, qui a mené à l'opération remontada, on peut dire, jusqu'au play-off. Où là, en plus, ils sont entrés dans l'Audis Field, leur nouveau stade, qui peut accueillir plus de 20 000 spectateurs. L'équipe y a fait ses débuts avec l'ex-international anglais maintenant. Et ils ont battu à peu près tout le monde. Voilà, ils ont fait une remontée incroyable pour arriver jusqu'au play-off. Et malheureusement, entre guillemets, trou d'air, ils se sont fait éliminer par le Crew de Columbus au premier tour des playoffs. Voilà, l'aventure s'est arrêtée un peu vite. On aurait peut-être aimé les voir un peu plus loin par rapport à ce qu'ils avaient donné toute la fin de saison. Mais bon, voilà, c'est vraiment c'est une saison vraiment coupée en deux, quoi. Ouais, mais je sais pas si on l'a dit, je crois qu'on l'avait dit avec un autre club dans la première partie, mais oui, DC a surtout
fait un premier début de saison où, comme le stade n'était pas encore construit, il faisait beaucoup de matchs extérieurs, donc ça peut expliquer un petit peu la méforme. Et donc, est-ce que, à ton avis, tu vas nous parler un peu des transferts, mais est-ce qu'ils se sont un petit peu reconstruits ce mercato ou est-ce qu'ils ont construit sur les mêmes bases? Mais paradoxalement, pas tant que ça, parce que au niveau des transferts, des départs notables, il y a Darren Mattock qui est parti à Cincinnati, qui est d'ailleurs pour eux une assez bonne recrue pour une équipe d'expansion, je pense. Mais en termes d'arrivée, il n'y a pas eu grand-chose, il n'y a pas eu de mouvement vraiment significatif. Au niveau des départs, au niveau des arrivées, par contre, ouais, il y a eu Leonardo Jara de Boca Junior, qui est un latéral droit argentin qui est arrivé. Il faut dire qu'avec deux blessés à ce poste-là, Cincinnati il était assez en pénurie à ce poste de latéral. Et pour dire, Paul Arriola est même descendu du milieu de terrain pour jouer arrière droit en fin de saison. C'est pour dire le manque de joueurs qu'il y avait de ce côté. Alors, il y a une autre arrivée notable, c'est l'arrivée de Lucas Rodriguez d'Estudiantes, qui est un autre milieu offensif argentin. Alors, on sait que Ben Olsen, le coach, il aime bien jouer en 4-1-4-1. Alors, on se dit, c'est bizarre quand même qu'il fasse venir un autre milieu offensif, alors qu'à Costa, ça fonctionnait plutôt bien. Moi, je me dis que peut-être que le 4-1-4-1 qui n'avait pas fonctionné en début de saison dernière, il pourrait peut-être le reconduire la saison prochaine avec Acosta Rodriguez au milieu de terrain, dans l'axe. Il faut voir ce qu'il va en faire. Parce que ça m'étonnerait quand même qu'il veuille décaler Acosta sur un côté ou le mettre sur le banc. Faire venir Lucas Rodriguez pour le mettre sur le banc, faut voir. Soit il va faire jouer la concurrence, soit il peut remettre éventuellement un 4-1-4-1 avec deux milieux, on va dire offensifs centraux, derrière Rooney, dans le milieu. Faut voir, éventuellement. D'accord. Mais à part ça, il n'y a pas eu grand-chose à se mettre sous la dent, quoi. Dans les départs, je vais juste rajouter vite fait, tu parlais de l'arrière droit. S'ils l'ont pris aussi parce que Nick DeLeon est parti à Toronto et un autre départ notable, c'est celui de Yamil Assad qui reste à Vélez. Ouais, voilà. Et apparemment, il resterait là-bas. C'est pas encore acté. Ils savent pas encore ce qu'ils vont faire avec, mais non, ça fait une équipe quand même très sympa sur le papier. Et oui, donc quels sont pour toi tu nous as un peu parlé de devant, mais quelle équipe pour l'année prochaine, si tu devais passer un petit peu sur la compo, quels joueurs à ton avis seront titulaires? Alors titulaire, Rooney évidemment en attaque devant. Après Arriola, je le verrais bien remonter à droite, éventuellement peut-être au milieu de terrain avec Rodriguez et Acosta au milieu. Après, ce sera peut-être pas du tout comme ça. Peut-être qu'éventuellement, ils ont aussi fait arriver Chris McCain aussi d'Atlanta. Éventuellement pour jouer milieu défensif aussi, pour peut-être faire un peu tampon avec la défense. Et puis sûrement, Stieber à gauche, je pense, parce qu'il avait joué quelques matchs l'année dernière. Et puis, Fred Briand, toujours le français en défense centrale, pourquoi pas. Après, non, derrière, ça n'a pas trop changé, comme tu disais, à part. Derrière, c'est ça, ça ne bougera pas trop. Il y a deux gardiens qui sont arrivés. Alors, Hamid est revenu de nouveau au club, parce qu'il est prêté, à moins que ça ait changé actuellement. Mais il y a deux autres gardiens qui sont arrivés de Houston et Orlando. Alors, est-ce qu'il va faire tourner les gardiens? Est-ce qu'il va faire jouer la concurrence? Il faut voir peut-être niveau des gardiens, peut-être surveiller le turnover qui va instaurer Ben Olsen. Ou alors c'est juste parce qu'il les a récupérés pour les récupérer, je sais pas exactement. Faut voir. Non, je pense pas, parce que Bill Hamid était quand même très solide. C'est ça. Il est en prêt, puisque son expérience au Danemark, il me semble, ne s'est pas très bien placé. À Midland, là. C'est ça. Mais Chris Sates, le gardien de Houston dont tu parlais, je pense qu'il arrive en remplacement, puisque leur numéro 2 est parti aussi pendant l'été. Donc ça va être pour ça. Pendant l'hiver, pardon. Le numéro 2 qui était, je suis en train de chercher parce que je l'avais, mais je ne l'ai plus. David Oustel, voilà, qui est parti à Chicago. Chicago qui a largement besoin d'un gardien, donc c'est pas mal. Parce que David Oustel était titulaire, il me semble, en première début de saison, donc Bill Hamid arrive. Donc voilà. Et
Oui, j'ai vu qu'ils étaient un peu aussi sur un autre numéro 9, mais ils n'ont pas encore trouvé. Mais apparemment, ils essaient de doubler parce que Rooney est quand même vieux. Tu penses que Rooney peut faire toute une saison sans problème Moi, ce que je crains un peu, c'est peut-être les pépins physiques, voir avec l'enchaînement des matchs, l'impact physique qu'il peut y avoir aussi. Ça serait bien, ça serait beau, mais il faut voir. Il Ouais, faut parce qu'il voir avait. si L'année faudrait dernière, éventuellement Mattox avait qu'il... joué quand même de temps en Ouais, temps. c'est ça. Ouais, ouais. En Un peu plus, pas il faisait mal. un bon super sub parce qu'il marquait. On se faisait la réflexion dans la saison, il marquait pas mal de fois en tant que remplaçant. Mhm. Donc c'est pour ça qu'en soi, ça peut être une bonne recrue pour Cincinnati, c'est qu'il a prouvé qu'il était aussi pas, pas, pas nul vraiment devant le but. Faut voir, il y a encore quelques semaines de mercato, faut voir ce que le club compte faire, quoi. Mhm. Et pour toi, du coup, si imaginons qu'ils amènent un numéro 9 un peu en backup pour Rooney, pour toi, est-ce que ça visera les playoffs DC United? Oui, les playoffs, ils ont largement la place. Enfin, largement la place, quoique encore les équipes sont de plus en plus compétitives. Mais j'ai quand même perdu une sorte de décompression après la remontée de la fin de saison dernière. Ben, on l'a vu malheureusement, ça s'est vite estompé avec la défaite contre Columbus. Mais je pense qu'ils ont quand même l'effectif pour jouer les playoffs. Oui, en soi, peut-être pas viser la finale de conférence, mais au minimum les playoffs, oui, c'est largement jouable quand même. Ok, bah ça marche. Et ouais, bah non, enfin, on va juste passer alors dans la dernière question. On sera un peu en avance, mais tant mieux parce qu'il y a encore les Red Bulls après. Est-ce que tu as un joueur qu'il faudrait garder à l'œil? Bon, je pense être très original après, mais je mettrai quand même Acosta, sa confirmation, surtout après son départ avorté au PSG, voir si vraiment il confirme ou si vraiment son vrai faux départ lui a mis vraiment un coup au moral et si son entente avec Rooney fonctionne aussi bien. Parce on le sait, d'une année sur l'autre, ça peut pas très bien fonctionner. Donc moi, je serais curieux quand même de voir, même s'il a quand Allô? même fait des bonnes saisons derrière. Oui, je suis d'accord avec toi pour Acosta. Et ce transfert avorté au PSG peut en effet faire mal. Moi, j'aurais aussi dit Acosta, mais juste pour faire plaisir à notre spécialiste college soccer, je vais aussi mentionner Hakim Ward, parce que notre spécialiste Florian Moget a l'air d'avoir beaucoup d'espoir pour ce jeune drafté. Donc, on va voir comment ça se passe. Je crois qu'on a à peu près tout dit pour d'ici. Est-ce que tu as un dernier petit mot, quelque chose à rajouter? Non, pas spécialement. Non, je pense qu'on a fait à peu près le tour. En espérant qu'il commence mieux la saison que l'année dernière. Ouais, on l'espère aussi, parce que ça pourrait faire très mal sinon. Mm. Et on va passer du coup chez les rivaux de Atlantic Cup, les New York Red Bulls, qui l'année dernière ont réussi à remporter le Supporter Shield, qui est donc, pour ceux qui ne savent pas, le trophée de la saison régulière et non pas des playoffs, qui avaient aussi perdu leur coach à la mi-saison, mais qui pourtant ont réussi à rester sur une belle dynamique. Ouais. Arnaud, est-ce que pour toi, les New York Red Bulls ont fait une saison réussie l'année dernière? Oui, une saison réussie, oui, parce que, bon, je suis honnête, je vais l'avouer, l'année dernière, j'étais intervenu aussi pour parler des New York Red Bulls Mhm. et je craignais qu'ils allaient connaître une saison compliquée parce qu'on avait vu qu'ils avaient perdu beaucoup de cadres qui étaient partis dans d'autres clubs et ils n'avaient pas recruté, ils n'avaient pas remplacé leurs joueurs cadres. À part, bien sûr, comme on commence à le savoir, par des joueurs de la réserve. Et en fait, il s'avère que l'équipe elle a su justement à merveille utiliser cette réserve. Comme j'explique sur un article d'ailleurs sur WePlay sur la formation, qui a permis justement à l'équipe d'avoir un collectif huilé. Alors, est-ce que c'est grâce à ça ou est-ce que c'est grâce aussi à l'équipe en général pour non seulement tenir tête toute la saison à Atlanta, qui était le grandissime favori pour le Supporter Shield pendant toute une partie de la saison, mais en plus pour leur passer devant par deux matchs ultra importants, non seulement dans la confrontation directe avec eux, mais en plus lors de la dernière journée où Toronto, chose incroyable, Toronto fait tomber Atlanta à 4-1 chez eux lors de la dernière journée, quoi. Mm. Donc au final, ils réussissent la Supporter Shield. C'est une récompense, je pense quand même, parce qu'ils avaient l'un des plus beaux jeux de la MLS. À mon sens, après, c'est que mon avis. Malheureusement, après, ils ont perdu en finale de conférence. Évidemment, c'était l'un des matchs les plus attendus, la revanche d'Atlanta. Ils l'ont perdu, voilà, c'est comme ça. Hein, mais bon, ils peuvent pas regretter grand-chose en soi.
Quand C'est on ça. voit comment on voit qu'Atlanta était vraiment si fort, ils ont rien à regretter, quoi. Je suis d'accord. Et puis en plus, quand on regarde, comme je le disais, ils ont perdu leur coach à peu près en même temps d'ailleurs que New York City FC. En Et puis plus. quand on regarde comment New York City FC a un peu coulé par rapport aux New York Red Bulls qui ont réussi à rester stables, c'est assez impressionnant. Au niveau des départs pendant la saison, il y en a eu il y en a quelques-uns. Des vétérans, des jeunes, des draftés. J'imagine que le plus gros, ça va être Tyler Adams pour toi. Exactement, ouais. Tyler Adams, bon, on s'y attendait un peu aussi qu'il allait partir, la saison qu'il a faite quand même. Après, c'est le départ notable de l'équipe. Après, il y a le Français Aurélien Collin qui est parti après à Philadelphie. Il y a qui d'autre? Il y a l'attaquant Carlos Rivas qui est reparti de prêt. Fidel Escobar aussi, fin de prêt. Mais en soi, il n'y a pas vraiment eu, à part Adams, de gros départ, quoi. Oui, parce que Aurélien Collin ne jouait plus trop titulaire l'année Voilà, dernière. c'est ça. Ouais. Même s'il avait joué un peu en CONCACAF Champions League, puisque d'ailleurs, ils étaient arrivés en demi-finale et ils y sont encore cette année. Donc, pour la MLS et puis la CONCACAF, est-ce que tu penses qu'ils sont ils ont un peu épaissi leur effectif ou au contraire, c'était plutôt calme? C'était plutôt calme, à part une arrivée assez étonnante quand même, l'arrivée de l'attaquant danois de 18 ans, Mathias Jorsen. Pardon si je dis mal le prénom, qui vient d'Odense. C'est assez étonnant parce que bon, s'il y avait eu un attaquant à recruter, ça aurait été plutôt un attaquant expérimenté. Or là, il recrute un jeune de 18 ans. On va pas se mentir, plutôt inconnu au bataillon à part dans l'Europe du Nord, on va dire. Ils ont fait monter quelques joueurs de la réserve encore par-ci par-là. Mais ou alors ils ont fait confirmer des joueurs de la réserve qu'ils ont commencé un peu à monter en fin de saison. Mais au-delà de ça, justement, ils ont pas trop. Si, il y a peut-être le retour de Rastowski de Salzbourg, qui était en fin de prêt mais qui est revenu. Mais après, ils ont pas trop renforcé leur effectif pour l'instant. Après, je pense que Jorgensen, pour moi, c'est pas si mal parce que peut-être qu'il n'est pas expérimenté, mais justement, comme il y a Bradley Royal Phillips qui est expérimenté, c'est justement lui qui va grappiller un petit peu comme il est jeune. Ouais. Et puis, tu sais, mais après, il a coûté cher quand même, 2 millions. Ouais, ce 2 qui est pas millions, mauvais, mais hein. c'est ça qui m'étonne, c'est qu'en plus, du coup, il va rentrer en concurrence en numéro 2 avec Brian White, pour le coup. Ouais. Parce que, alors, White, bon, il est encore jeune aussi, ni rien et tout, mais moi, je le voyais plus, White, comme numéro 2. En plus, il a fait des bouts de partie pas trop mauvaises la saison dernière. Il a marqué un but. Après, peut-être que moi, j'aime bien ce joueur, après, donc peut-être que je dis ça parce que je l'aime bien, mais justement, je pense qu'il va peut-être faire jouer la concurrence entre les deux pour se tirer la bourre, pour apprendre aussi auprès de White Phillips, pour éventuellement le suppléer en cas de suspension, éventuelle blessure, ou même pour faire tourner, quoi. C'est possible en effet. Et aussi 2 recrues qui n'en sont pas vraiment, mais qui reviennent de blessures, c'est 2 Français. Ouais. Vincent Bescour et Florian Valot, 2 milieux offensifs. Est-ce que pour toi, ils vont jouer un rôle important cette année ou est-ce que leur place de titulaire, ils ont un peu perdu à cause des blessures? On l'espère après, hein. Moi, j'ai eu l'occasion de discuter en plus avec les 2 régulièrement, prendre un peu de leurs nouvelles. C'est vrai que c'était un gros coup d'arrêt, un peu plus pour Florian Valot que pour Vincent Bézécourt, parce que bon, Bézécourt, il était sur le banc, il rentrait de temps en temps, alors que Florian, justement, il avait pris une bonne place de titulaire. Seul problème, sans lui, ça a bien tourné. Et donc, il va devoir s'arracher pour retrouver sa place, une éventuelle place de titulaire, parce qu'avec avec Kaku en 10 qui joue à son poste, c'est un sacré client devant. Elle a été l'un des meilleurs passeurs du championnat. Il a été très très bon la saison dernière. Kaku Romero, pour le déloger, pour le coup, ça va être Après, un il peu a compliqué, je failli pense, hein. partir cet hiver, Kaku. C'était un peu compliqué comme saga, mais bon, peut-être qu'il partira pendant l'été et que ça libérera une petite place pour un Éventuellement. Français. Mais c'est pas forcément, enfin, c'est pas sûr. Et puis après, sur les ailes, il y a aussi pas mal de monde. J'imagine que tu vas en parler, mais pas mal de monde style Daniel Royer, Derrick Etienne, Alex Mull, Ben Mines. Qui pour toi sera titulaire dans tout ce beau monde?
Faut que je revoie l'effectif au complet parce que c'est vrai qu'ils sont pas mal. Mais après, il faut voir par rapport à leur poste respectif. Parce Ouais, mais que c'est surtout on Royer sait- sur l'aile, sur une aile, je crois, Ouais, mais c'est surtout voilà, l'autre qui va prendre. plutôt peut-être Mult à droite, Royer à gauche. Après, ça Mm. va tourner un peu. Est-ce que New York va pas aussi encore nous sortir un joueur ou deux de la réserve cette saison pour nous le faire sortir du chapeau et le faire jouer? Il y a Derrick Etienne qui est resté aussi. Sur les côtés, ouais, après, on verra bien. Hein. Par contre, le poste à prendre, ça va être évidemment, bon, j'en parlerai plus tard, ça va être le poste de Tyler Adams. Eh bah, si tu veux, parlons-y tout de suite. Tu penses que quelqu'un va pouvoir le récupérer, ce poste? Ouais, on va s'avancer un peu. C'est dans mon joueur à observer. Je pense que Christian Cáceres Jr., je sais pas pourquoi, mais je sens qu'il a ses cartes à jouer. Je pense qu'il peut. Il est monté de la réserve la saison dernière. Il a fait quelques matchs. Et je sais pas, c'est un pressentiment. Je pense qu'il peut, s'il joue bien sa carte, après, bien sûr, il peut prendre la place en milieu récupérateur, de milieu central de Tyler Adams. Après, il faut voir s'il prend sa chance. Mais comme on sait que le club aime beaucoup faire jouer ses jeunes et qu'ils n'ont pas non plus masse de joueurs à ce poste, ils ont Steve Davis, ils ont Rasowski, mais il a sa carte à jouer, je pense. Ok. Et puis après, avec une défense quand même très bonne, Parker Long en défense centrale, qui ont joué pas mal aussi de matchs internationaux, Luis Robles au goal comme d'habitude, ça devrait passer. Est-ce que tu penses que New York Red Bull est un des favoris à sa propre succession pour le Supporter Shield et peut-être pour la MLS? Mais justement, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec Florian Valot d'ailleurs, d'en discuter avec lui, qui me disait que l'objectif annoncé de 2019, c'était évidemment la MLS Cup, parce que pendant des années, ils l'ont pas gagné, enfin ils l'ont même jamais gagné. Ils ont perdu la MLS Cup en 2008 face à Columbus. Ils ont perdu 3 finales de conférence. En soi, c'est l'objectif numéro 1 qu'ils veulent, quoi. Parce que le Supporter Shield, là j'en parlais aussi dès qu'ils l'ont gagné avec Aurélien Collin qui me disait qu'en soi le Supporter Shield, c'est pas qu'ils s'en fichent, mais quasiment, quoi. C'est pas le trophée qui les intéresse, c'est le trophée qui les intéresse le plus vraiment pour le club, ça va être la MLS Cup, et ils vont vraiment tout faire pour se rattraper par rapport à leur défaite de finale de conférence, quoi. Ouais, c'est compréhensible. Donc, l'objectif, c'est donc la MLS Cup. Je crois que ça ira. Tu m'as aussi donné le joueur que tu voulais suivre. Donc, je crois pas qu'on ait plus à dire. Est-ce que tu as un dernier mot sur New York Red Bulls? Dernier mot, que dire, à part surveiller les joueurs qui vont monter, tout comme notre cher Dallas le dirait aussi, son équipe de Dallas FC ou celle de Red Salt Lake. Les jeunes qui font monter chaque saison, c'est assez intéressant à voir. Donc, ils nous font découvrir des jeunes qui peuvent être des titulaires par la suite. Et on parlait de Valo et Bézécourt, mais il y a aussi Kyle Duncan éventuellement à avoir, parce qu'il avait commencé, c'est un jeune latéral de 19 ans, latéral droit, si je ne dis pas de bêtises, américain. Lui, pareil, il a commencé la saison, il a commencé même à gratter du temps en tant que titulaire, et il s'est gravement blessé, il a fini sa saison assez rapidement. Donc, vu qu'il revient de blessure, lui aussi, là, avec les 2 Français, ça peut être un troisième larron qui peut être surveillé sur la défense la saison prochaine, quoi. Un des revenants, ouais, en effet. Ouais, ça peut être intéressant à voir. Et ça sera la fin du New York Red Bulls, c'est du coup la fin de cet épisode. Merci beaucoup d'être passé, Arnaud. De rien, avec plaisir, comme toujours. On recommande bien entendu ton compte pour toutes les infos sur la MLS. Et sur ce, ça a fini la deuxième partie de ce podcast de pré-saison. On se rejoint bientôt pour la troisième. J'espère que vous avez bien aimé cette deuxième. Et n'hésitez pas à commenter, à dire ce que vous pensez de tout ce qu'ont dit nos experts aujourd'hui. Et on se retrouve la semaine prochaine pour la troisième, juste avant le début de saison. Ciao!